Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 194e épisode de Finances fondamentales. Bien content de vous recevoir aujourd'hui pour faire un Would You Rather, donc le 4e Would You Rather depuis le début du podcast. Avant de commencer, je remercie ProMed qui soutient cet épisode-là. ProMed, c'est une entreprise qui propose de la literie, des oreillers et des têtes d'oreiller en soie de mûrier. Et là, je suis allé voir, il m'a envoyé un petit texte, là, puis je suis allé voir c'est quoi de la soie de mûrier parce que je ne savais pas. En fait, je me suis rendu compte que c'était la soie de la plus haute qualité disponible. Et ce que ça fait, c'est que, en fait, c'est surtout pour la peau et les cheveux, là, ça absorbe pas l'humidité. Ça va préserver l'hydratation de la peau, puis ça réduit les frisottis ou le fait que tes cheveux se cassent, là, puis c'est hypoallergénique. Donc, je viens de découvrir quelque chose, la soie de mûrier. Puis en fait, ils m'ont envoyé 2 oreillers pour que je les teste avant d'en parler, qui sont supposément bons justement pour pas avoir de frisottis puis casser les cheveux. Mais d'après moi, ils n'ont pas regardé la photo sur mon livre parce que j'ai pas un poil sur la tête. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire si ces oreillers-là fonctionnent. Par contre, ma blonde les aime beaucoup. Donc, si vous avez besoin de literie ou d'oreiller dans les prochaines semaines, ben, tant qu'à en acheter, il y a un lien affilié dans la description de l'épisode vers le site de ProMed. Donc, vous achetez vos oreillers, puis en même temps, vous soutenez le podcast. Donc, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, 4e Would You Rather, merci beaucoup. Là, ça a été beaucoup plus rapide d'accumuler 10 questions cette fois-ci. Vous avez été beaucoup plus actifs. La première question, c'est si tu devais placer tout ton argent dans un des Magnificent Seven, lequel ce serait? Donc, je vous rappelle, les Magnificent Seven, les 7 magnifiques, c'est Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla. Donc, ma réponse va peut-être pas en surprendre parce que j'en avais dans mon portefeuille, mais si j'étais forcé d'en choisir un seul parmi les 7, mon choix, ce serait Alphabet, donc Google. Pas parce que c'est un coup sûr, là, pas parce que c'est un choix garanti, mais parce que dans mon corps à moi, avec mon outil, mes analyses, mon approche d'investissement, c'est probablement le meilleur équilibre entre moat, capacité d'innovation, puis capacité de croissance, surtout avec l'intelligence artificielle, là. Google est aussi sur ma liste depuis 3 ans et a été longtemps ma plus grande position dans mon portefeuille. Pourquoi? Ben d'abord, le moat. Google, selon moi, est encore la porte d'entrée d'Internet là, pour pour beaucoup de personnes, en fait. C'est pas juste un moteur de recherche, c'est vraiment un écosystème. Donc, de la recherche, des pubs, Android, Cloud. Donc, c'est vraiment des habitudes là, qui sont ancrées d'aller consulter nos choses, en tout cas de mon côté sur Google. Donc, c'est vraiment un mode là, qui est dur à remplacer. Alphabet, c'est aussi une machine à cash, là. C'est pas juste une histoire Alphabet là, qui va brûler du cash en espérant que ça marche. C'est vraiment une entreprise qui a déjà une capacité exceptionnelle là, de générer des profits puis de financer ses paris, notamment AI, là. Ça va lui donner un luxe rare, selon moi, c'est qu'elle peut investir beaucoup dans l'avenir sans nécessairement prendre autant de risques que d'autres entreprises. Troisième point, c'est l'IA. Oui, on parle tout d'IA ces temps-ci, mais Alphabet est dans une position, selon moi, assez avantageuse parce qu'elle a 3 ingrédients clés. Un accès massif aux données des usagers, une infrastructure et un portefeuille de produits où l'IA peut vraiment être intégrée partout. Donc, Google Gemini n'a pas nécessairement la première place en ce moment, au moment où j'enregistre, là. On est en fin juillet. Mais pour moi, Gemini pourrait, avec leurs canaux de distribution puis le cash là, qu'ils ont, avancer rapidement dans les prochaines années. Quatrième point qui m'intéresse chez Alphabet, c'est la diversification à l'interne. Donc, tu n'as pas juste Google, tu as aussi YouTube qui génère des revenus publicitaires gigantesques là, avec des potentiels d'abonnement également. Donc, mais si je suis honnête, le prix est un peu surévalué pour moi au moment d'enregistrer, surtout avec l'enthousiasme là, de l'IA. Donc, je ne présente pas nécessairement Alphabet comme une aubaine, mais je le présente comme si j'ai une des 7 compagnies à choisir pour mettre tout mon argent pendant longtemps, bien, assurément que ça serait Alphabet. Je rappelle que c'est un choix personnel, là, selon ma tolérance au risque et ma façon d'investir. Ce n'est pas un conseil financier. Et si j'avais à placer les 7 dans l'ordre, là, en premier, ça serait Alphabet. En deuxième, ça serait Nvidia parce que les chiffres sont incroyables, mais je le trouve toujours cher, mais il serait quand même deuxième. Ensuite viendrait Meta, qui a des bons chiffres et qui semble un prix raisonnable.
Ensuite, Apple et Microsoft qui scorent un peu moins dans mon outil, mais qui sont encore des entreprises incroyables. Sixième, Amazon. Et ensuite, Tesla qui arrive facilement dernier dans ma liste. Question 2. Vendre ton podcast maintenant ou le garder et quadrupler cette somme dans 5 ans? Honnêtement, je suis pas sûr que je peux vendre le podcast. J'ai jamais pensé à ça, puis je pense pas que ça se vend, en tout cas pas dans la structure actuelle. Mais mettons que quelqu'un me donnait X dollars aujourd'hui et le quadruple dans 5 ans. C'est quand même un bon rendement, ça, sur 5 ans de quadrupler. Ben, je vais garder le podcast. En fait, à moins qu'on me fasse une offre d'un montant énorme, impossible à refuser, ce que je doute qu'il va arriver, j'aime trop éduquer financièrement les gens puis jaser avec eux par courriel là, ou dans mes accompagnements. Donc, je garderai mon podcast pour une raison tout à fait égoïste, que j'aime ça faire ça. Troisième question, avoir une rente garantie plus petite mais indexée ou une plus grosse mais non indexée? Faudrait que les chiffres soient plus précis pour répondre à ça. Si la différence investie vient amplement compenser la perte par rapport à l'inflation, oui. Mais pour la tranquillité d'esprit, je dirais peut-être non. C'est trop imprécis pour me positionner clairement, là, mais vite, je dirais oui, je suis capable de gérer des dépenses là, pour ne pas gaspiller le surplus puis réinvestir. Donc, j'irais avec la plus grosse rente qui n'est pas indexée, puis j'investirais la différence pour le faire fructifier. Question 4. Est-ce que tu choisirais plus une action aimée de tout le monde ou une action qui est moins aimée mais pas chère? Bon, je pense que ça dépend des fondamentaux, là, mais je prendrais probablement celle qui est détestée et pas chère si les fondamentaux sont intéressants. Il y a plus de chances d'avoir un deal, mais si l'autre est aimée de tout le monde puis qu'elle est excellente puis il y a un prix juste, ben, je vais peut-être aller plus vers celle-là. Exemple, Alphabet. Question 5. T'aimes-tu mieux avoir un portefeuille optimal mais ennuyeux ou un portefeuille le fun mais un peu moins bon? Avant, j'aurais dit un mélange des deux. Tu sais, ce que je faisais avant, mais j'ai pas fait mon bilan encore, mais vous allez voir que ma stratégie est rendue optimale et ennuyeuse. Donc, je vais chercher mon fun ailleurs maintenant. Je vais tout vous présenter ça en janvier, là, mais j'ai tout vendu mes actions individuelles. Donc, en fait, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Là, je ne vais pas le faire ici. C'est juste un Would You Rather. Donc, j'irai avec un portefeuille optimal et ennuyeux. Question 6. Livre de finances personnelles ou un livre sur l'investissement? Ah, euh, les livres sur les finances sont plus intéressants à synthétiser sur le podcast. Je les trouve plus pertinents à lire et je retiens plus de choses à discuter dans ces livres-là. Les livres sur l'investissement sont plus difficiles à synthétiser pour le podcast, mais c'est encore eux qui viennent me chercher un peu plus. Parce que ça va chercher la fibre des gens qui veulent essayer de battre le marché, même si j'essaie plus de battre le marché. Fait que quand je veux me divertir, je vais prendre un livre sur l'investissement. Puis quand j'ai besoin de nourrir ma liste de livres à synthétiser pour le podcast, j'irai peut-être plus vers des livres de finances qui, selon moi, sont plus intéressants là, pour la majorité des personnes. Question 7. Avoir une boule de cristal sur une action seulement ou pour un macro-indicateur? Mon Dieu, vous avez des drôles de questions. Est-ce que je voudrais connaître l'avenir pour une action ou pour un macro-indicateur économique, j'imagine, là, comme exemple, je sais pas trop, l'inflation, quelque chose comme ça, les taux d'intérêt? Euh, je prendrais la boule de cristal pour une action seulement. Je pourrais la shorter, la vendre, l'acheter, etc. Le macro-indicateur me permettrait peut-être de miser sur un indice, mais pas de savoir quelle compagnie ferait bien là-dedans. Ou en tout cas, je ne saurais pas trop quoi faire avec ça, honnêtement, un macro-indicateur. Fait que l'enrichissement plutôt serait plus facile avec l'option 1, je trouve. Donc, je serais toujours sûr à 100% de cette action-là va monter ou descendre. Donc, ça serait facile de shorter ou de vendre ou d'acheter, peu importe. Fait que j'irais avec l'option 1. Ça serait simple, selon moi, de devenir riche. Alors que pour le macro-indicateur, il faudrait que je réfléchisse. L'option 1, j'aurais pas besoin de réfléchir. Donc, je suis un peu lâche, j'irai avec l'option 1. Question 8. Obligation de tenir ton plan, même lors de crack boursier, ou tu as la liberté totale de changer ton plan, mais tu vas payer une taxe de 2% à chaque changement. My God, vous avez de l'imagination. Honnêtement, je tiendrais mon plan. Je le ferais même s'il y aurait 0% de taxes ou de frais là, à chaque changement que je fais. C'est dans ces moments-là, justement, lors de crack boursier, par exemple, que c'est important de maintenir le cap. Donc, assurément, si en plus tu me pénalises quand je fais des changements, déjà que j'en fais pas beaucoup, ben, je garderai juste mon plan. Puis ça baisse de 30%, je garde le plan, pas grave, mais je paye pas aucun frais, assurément, pour ça. Question 9 sur 10. Seulement un FNB. Non, t'as un petit peu. Ouais, c'est ça. Investir seulement dans des FNB, mais tu n'as plus le droit aux actions individuelles
ou tu as juste le droit à 12 actions individuelles, mais aucun FNB, c'est facile. Je choisirais seulement d'investir dans des FNB et plus d'actions individuelles. C'est pas mal ce que je fais maintenant, anyway. Tu le savais pas quand tu as posé la question, c'est pas grave. Question 10, c'est la dernière. Un FNB tout en un ou 4 FNB séparés. Euh, Si je nuance ici, pour la majorité des gens, c'est un tout en un, assurément. Pour moi, j'ai les 4 séparés, donc ça serait ma réponse. Plus flexible dans les pourcentages au niveau de la géographie, surtout. C'est ça qui me gosse là, avec les FNB tout en un. Je trouve qu'il y a trop de Canadiens, même si Vanguard a montré qu'entre 10 ou 15 et 25% de Canadiens, c'était plus avantageux fiscalement. On dirait que ça ne me rentre pas dans la tête. Donc, j'ai juste besoin de rééquilibrer mes 4 petits FNB. Il y a moins de frais, plus de rendement au total. Ben, plus de rendement à cause qu'il y a moins de frais, là. Mais c'est un détail. Fait que pour la majorité des gens, tout en un, pour moi, assurément, 4 FNB, c'est tout ce qui me reste comme plaisir depuis que j'ai plus d'actions individuelles. C'est rebalancer mes FNB. Donc, c'est ça pour le Would You Rather. Merci pour vos questions. J'en ai pas encore assez pour le 5, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous en avez. La semaine prochaine, c'est un épisode contradictoire, donc je fais la synthèse d'un podcast sur Rational Reminder, là, plutôt, The Rational Reminder, qui s'intéressait à quel montant d'assurance vie on a vraiment besoin. Et ce jeudi, vous allez voir les actions, 20 actions qui n'ont pas passé l'étape 1 de mon outil d'analyse. Donc, je vous invite à regarder ces actions-là puis voir si vous, de votre côté, vous les trouvez plus pertinentes que moi. Bye bye, on se voit mardi prochain. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.